Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans l'épicerie fine. Cette semaine, je vous amène chez moi en Savoie, et plus particulièrement en Combe de Savoie. Et on se retrouve ensuite pour cuisiner ensemble. Cette semaine, nous partons en Combe de Savoie. Patricia Communal nous présentera sa culture de petits fruits rouges, puis nous irons à la rencontre de Raphaël Saint-Germain, un viticulteur qui fait un produit atypique et nouveau, le crément de Savoie. Dans Histoire de, focus sur l'emmental. Ensuite, Richard et Philippe nous emmèneront faire un tour en hauteur. On terminera par notre guide hédoniste avant de laisser Guy Martin nous concocter un mignon en croûte, épinards et Beaufort, poêlé de girolles. Et on commence tout de suite par itinéraire paysan. La Combe de Savoie forme une vallée où les reliefs dessinent les paysages agricoles. Si les limons de l'Isère permettent le développement des cultures céréalières, les coteaux ensoleillés et rocailleux s'étirant au pied des Bauges offrent des terres idéales pour les vignes de Raphaël Saint-Germain. C'est sur le versant opposé, dans le petit hameau niché sur les hauteurs de Montmalfou, que Patricia Communal mène son exploitation. Après avoir été comptable agricole pendant 8 ans, Patricia a décidé de reprendre avec son mari la ferme familiale. Lorsque le père de Sébastien a pris sa retraite, il y a 20 ans, le couple a développé le travail des fruits et termine aujourd'hui la récolte des cerises. Là, stop, c'est bon. Merci. Hop, bah là, elles sont bien mûres. Vous voyez, bien foncées, grenat. Voilà, celle-ci, elle est bien, elle est encore ferme, mais mûre. Bon, celle-ci, elle est un peu molle, donc hop, on la jette. Ça sera pour les oiseaux. Alors nous, on n'a pas un label agriculture biologique. Jusqu'à présent, on n'a pas demandé le label parce que les gens, ils nous connaissent du coin et ils savent notre façon de pratiquer. On ne traite pas nos fruits parce que, je vais vous dire, on mange toutes les confitures qu'on fait. On fait nos jardins aussi, donc on mange nos légumes. Donc il nous paraît évident de manger des produits sains, non traités. On fait attention à notre alimentation, donc voilà, comme on est producteur, on fait attention aussi aux produits qu'on va transformer et puis vendre pour nos futurs clients. Une démarche naturelle que respecte le couple dans ses vergers, prairies arborées et plantations de petits fruits. Leur production évolue ainsi au fil des saisons. Tandis que la cueillette des cerises se termine, celle des cassis et groseilles pourra bientôt commencer. Alors c'est vrai que là, la partie de cueillette, c'est quand même un moment super agréable. Toutes les semaines, en fait, on fait quelque chose de différent. Donc c'est cool, on s'ennuie jamais. On fait jamais beaucoup de choses répétitives. On change de parfum, on change de technique de fabrication. Donc on a l'avantage d'avoir un métier qui est différent presque chaque jour. D'avril à novembre, Patricia peut compter sur une aide précieuse pour entretenir les 19 hectares de prairies. Les vaches, ici en pension, broutent l'herbe au pied des fruitiers mais acceptent volontiers un peu de sel que leur apporte Sébastien. C'est ensemble qu'ils rapportent ensuite leur récolte quotidienne pour la transformation. Patricia élabore ici une vingtaine de confitures et commence aujourd'hui par la rhubarbe de montagne qu'elle a cueillie la veille. C'est une rhubarbe qu'on cueille en alpage. Cette rhubarbe de montagne, elle est beaucoup plus petite que celle du jardin. Ses tiges sont beaucoup plus petites. Déjà, elle n'a pas de fil, le gros avantage par rapport à celle du jardin. Et puis, elle est moins acide, beaucoup plus douce, avec un petit côté citronné. Voilà, c'est un trésor des montagnes de Savoie. Après avoir retiré la feuille, puis nettoyé les tiges délicatement, Patricia les coupe avant de les faire macérer dans du sucre afin de faire sortir l'eau de la rhubarbe et d'obtenir une confiture homogène. Moi, j'adore transformer. C'est, on va dire, l'opération ou la phase de notre métier que je préfère. Ce que je trouve agréable dans la transformation, mais en fait, c'est qu'on part d'un fruit qui est brut
Et puis au fil du temps, au fil de la cuisson, eh ben, il y a toutes les odeurs qui arrivent. Et puis le fruit se transforme. Après, on va le mixer et hop, là, on a la confiture qui apparaît, comme si on allait se faire une tartine, quoi. Et puis qu'on ait un fruit presque cru qui arrive sur sa tartine. Donc pour que ce soit cet effet-là, il ne faut pas trop faire cuire la confiture. Voilà, on va la faire monter à 80 degrés, un petit moment, et après ce sera bon. Tandis que la préparation cuit, Patricia surveille attentivement le taux de sucre qui doit atteindre 55% une fois mise en pot. Sans rien ajouter d'autre, elle obtient ainsi une confiture artisanale, simple et authentique. C'est ça une bonne confiture. C'est une confiture qui rappelle des souvenirs d'enfance, de personnes qu'on aimait bien, qui parlent d'elles-mêmes. Si les confitures évoquent aux gourmands une histoire passée, les coteaux de Saint-Pierre d'Albigny arborent ces paysages de vignes depuis l'Antiquité. Raphaël Saint-Germain profite des fortes chaleurs estivales pour désherber entre les ceps. Issu du cône de déjection de l'Arcluse qui domine le vignoble, ce sol calcaire et drainant offre des terres idéales pour la vigne plantée récemment. Alors on enlève manuellement, on finit après le passage de l'intercept autour de chaque cep. En fait, pour la précision, rien ne vaut donc la main de l'homme, la pioche ou les gants. La nature a horreur du vide, on a l'habitude de dire, mais c'est vraiment bien. Et là, les jeunes ceps, ils sont à l'état bébé et il leur faut pas trop de concurrence pour qu'ils se développent. Les vignes sur le domaine, elles ont de 3 mois, les plus vieilles sont de 1958. Mais il y a toujours eu de la vigne au domaine Saint-Germain dans le patrimoine familial et on s'est remis à vinifier en 1999. Les générations d'avant ne le faisaient plus. Lorsqu'il a repris le domaine, Raphaël a décidé de le mener en agriculture biologique. Les pieds des jeunes ceps sont désherbés, contrairement aux vignes plus âgées. Les mauvaises herbes, que l'on appelle adventices, sont contrôlées selon la capacité de rétention d'eau de chaque sol. C'est l'inconvénient du bio. Il faut sortir la pioche, il faut sortir la cisaille. De la luzerne, du laitron, de la carotte sauvage, de la sauge. Le fait d'être en agriculture biologique, la vigne est beaucoup plus concurrencée et les rendements sont moindres. On aura la prétention de dire que les racines doivent plonger et donc on aura un effet de terroir qu'on pourra juger plus important. Sur les 14 hectares du domaine, Raphaël cultive ainsi 19 cépages, dont les plus anciens font la fierté du viticulteur. Nous avons donc ici en Savoie des cépages qu'on va dire autochtones qui sont propres à la Savoie, qui sont endémiques à la Savoie, la Jacquère, l'Altesse, le Persan, la Mondeuse. Et elles sont vraiment adaptées à notre climat montagnard savoyard. C'est pas pour rien qu'on les retrouve nulle part ailleurs. Et ça nous donne vraiment une typicité et surtout une originalité que le monde entier nous envie, puisqu'on sort vraiment des sentiers battus. Raphaël vinifie ainsi 14 cuvées différentes, mais depuis quelques années, il produit également un crément de Savoie. Pour obtenir ce vin effervescent, le viticulteur indépendant apporte ses bouteilles chez un prestataire. Après avoir concentré les levures et dépôts naturels contre la capsule dans le goulot, celui-ci est plongé dans une solution de glycol à moins 26 degrés. Le glaçon qui se forme alors est ensuite expulsé lors du dégorgement. Le crément devenu translucide sera ensuite dosé et bouché à nouveau sur la chaîne automatisée. Alors, travailler avec des prestataires de qualité qui ont les moyens techniques et humains, c'est une complémentarité. Nous, on fait la vigne, on fait le vin, et après, donc, on a besoin de matériel. Et ce matériel, il a un coût et il demande de la surface qu'on ne pourrait pas avoir forcément chez nous sur des micro-entreprises. Donc, on fait appel à eux, on travaille en prestation et après, on récupère le produit fini qu'on habillera dans nos caves avant de finir de l'élever. Après 2 mois de stabilisation, le crément pourra ainsi commencer à être dégusté et vendu. Afin de distribuer ses produits, Patricia s'est associée il y a 12 ans avec 9 autres producteurs pour créer un point de vente collectif. Elle quitte ainsi sa ferme pour se rendre ici 1 fois par semaine. Alors quand on est à la vente, on est tous polyvalents. Donc en fait quand on est au magasin, eh bien, on vend les produits de tous les associés, de tous les producteurs. C'est ça le collectif en fait.
Patricia s'occupe ainsi de mettre en rayon les fruits et légumes, gère les stocks et sert les fromages et charcuteries de sa région. Elle accompagne ainsi les produits comme les clients dans ce lieu de vente convivial. Les gens viennent en général chercher des produits authentiques, des produits qui ont de la saveur. Et puis on a envie que le lien soit direct jusqu'au consommateur. Économiquement aussi, on choisit notre prix de vente là dans un magasin de producteurs. Et donc le client paye un prix qui est raisonnable et l'agriculteur peut en vivre. Mais le concept du magasin ne se limite pas seulement à un point de vente. Le fait d'avoir nos produits en vente dans ce magasin de producteurs, ça permet de côtoyer d'autres fermes, d'autres agriculteurs et de sortir un peu de notre isolement de la ferme et de partager des moments forts, des moments difficiles ensemble. Pas moins de 50 producteurs locaux vendent ici le fruit de leur travail et offrent ainsi une vitrine au savoir-faire artisanal de leur région. En cette fin d'après-midi, Raphaël rejoint Fabrice Boucher, le vinificateur du domaine. Ensemble, ils suivent et contrôlent l'évolution des vins à la cave, une étape primordiale qui précède le dégorgement. Dans ce lieu datant du XVIIe siècle, le crément évolue grâce aux levures incorporées au vin tranquille, sans bulles, qui consomment alors les sucres et le rendent ainsi effervescent. Au cours de ce vieillissement, il va s'opérer différents phénomènes, notamment l'autolyse des levures. Donc les levures, une fois qu'elles ont fini leur fermentation, elles vont mourir, elles vont se déposer au fond de la bouteille et elles vont relarguer des composés aromatiques, des précurseurs d'arômes, des acides aminés qui vont donner de différents arômes au cours du vieillissement. Ce vieillissement dit sur latte, d'un assemblage de cépages jacquères et d'un blanc tel que l'Altesse, caractérise la récente AOC dont bénéficie le crément de Savoie. La mousse, elle est fine, hein, malgré l'absence de dégorgement. Là. Ça, c'est l'élevage sur latte. 3 ans sur latte, ça fait toujours des fines mousses. La couleur est jolie, on est sur un jaune reflet verdâtre. Il y a déjà des notes de pâtisserie, une certaine évolution. On voit qu'il y a eu C'est un vin qui a déjà quelques années. Ouais, mais ça reste frais. Hein, ça reste frais, oui. C'est ni mielleux ni pâteux. Hein. Avec le temps, les arômes intrinsèques à l'Altesse prennent le dessus sur les arômes plus bruts et plus floraux de la jacquère. La Savoie était contente de rentrer dans la grande famille des créments. C'est une notoriété supplémentaire et une reconnaissance qualitative. Ça nous impose aussi, à nous vignerons, de faire toujours mieux, plus, que ce soit à la vigne, à la cave et dans l'élevage. Donc, notamment avec des élevages plus longs sur latte pour avoir des vins beaucoup plus fins. Entre innovation et tradition, la Combe de Savoie révèle un terroir riche et varié. Les savoir-faire de Raphaël et Patricia trouvent leurs racines dans ces paysages authentiques et forgent l'identité de cette région au fil des générations. Dans Histoire de, place à un fromage à trous bien connu de tous. Originaire d'une vallée suisse traversée par la rivière appelée l'Aisne, l'histoire de l'Emmental est étroitement liée à ce pays, mais aussi à la Savoie, une région historiquement tournée vers l'élevage et la production de lait. La fabrication d'emmental devient significative à partir du XIXe siècle, quand des producteurs décident de mettre leur lait en commun pour confectionner de gros fromages de garde à pâte dure. Une meule d'emmental de 75 cm de diamètre nécessite en effet 850 litres de lait pour un poids moyen de 75 kg. Des chiffres impressionnants qui en font le plus gros fromage de France. Une particularité qui s'ajoute à ses yeux, ces fameux trous nés d'une erreur de température à l'arrivée du chauffage dans les caves d'affinage des fromageries. L'Emmental de Savoie, détenteur d'une IGP depuis 1996, ne représente qu'1% de la production hexagonale et demeure un produit d'exception qui se déguste à la coupe et qu'il serait dommage de râper car son goût fruité serait le plus prononcé de tous les emmentals de France. L'homme et les animaux doivent cohabiter sereinement. Dans l'écologie en action, aigles et faucons évoluent aux côtés des parapentistes.
Au nord de la Combe de Savoie commence le parc naturel des Bauges, un massif de moyenne montagne dont les falaises surplombent la vallée. Richard Cousin parcourt régulièrement ces paysages pour réaliser le suivi des espèces remarquables et emblématiques de la région. Il porte une attention particulière aux rapaces rupestres tels que l'aigle royal et le faucon pèlerin qui viennent nicher sur ses parois offrant des vires, corniches et trouées. Il ne faut pas seulement observer les falaises finalement, il faut aussi observer les arbres qu'il y a autour. Parfois ils sont perchés à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres de leur nid. Repérer un nouveau nid, c'est des dizaines et dizaines d'heures parce qu'il faut suivre les mouvements des adultes. Il faut arriver avec de la détermination. Et une fois qu'on est sur place, il faut être patient. Et c'est ce qui fait le charme aussi. Ce ne serait pas drôle si à chaque fois on voyait des choses extraordinaires. En ce début de mois de juillet, les jeunes semblent avoir déjà quitté le nid. Une observation peu fructueuse, mais une bonne nouvelle pour cette espèce qui a failli disparaître au siècle dernier. Alors on a eu une année exceptionnelle. On a eu jusqu'à 4 petits faucons qui sont nés. Ce qui est remarquable parce que la moyenne dans notre région, c'est 2 faucons par nid. Moi, ce qui m'intéresse quand je suis les rapaces rupestres, c'est de voir comment ils occupent en fait l'espace au sein des Bauges, comment ils occupent les falaises. Et c'est de voir d'année en année que finalement ils se portent plutôt bien et que du coup tous les efforts qui ont été faits globalement de protection à l'échelle nationale portent leurs fruits. Et aussi localement, tout le travail de concertation avec les différents acteurs du territoire finalement porte ses fruits. Sur les quelques 856 km² du parc, une dizaine de couples de faucons et 5 d'aigles royaux sont aujourd'hui référencés. Si la protection de ces espèces semble en bonne voie, le parc naturel régional veille également à concilier les usages et permettre la pratique d'activités sportives en bonne intelligence avec ces oiseaux. Richard se rend cet après-midi sur le site de décollage de Mont-Lambert et retrouve Philippe Roéa ainsi que ses collègues parapentistes. Une fois, j'ai enrôlé il n'y a pas longtemps encore avec un couple de faucons. Il y avait les deux en même temps là sur chameau. Et l'autre, il m'est arrivé dessus. Et au dernier moment, quand elle m'a vu, elle a braqué et puis elle a tourné parce qu'elle a vu le chant, tu sais, des suspentes. Je pense que c'est surtout ça qui les braque. Puis elle t'a reconnu peut-être. Ah, c'est Philippe. Non, j'ai pas encore le logo sur le casque. Ouais, lui, c'est un mec cool. Alors ça se passe vraiment en bonne intelligence. Chacun a fait un pas vers l'autre. Et aujourd'hui, on peut se réunir autour d'une table, présenter la carte des nids en cours et vraiment réussir à ce que l'activité de parapente se déroule dans le meilleur des cas. Afin de ne pas déranger les rapaces durant leur nidification, le parc a développé les bulles de quiétude, des zones de 250 mètres de rayon référencées sur une carte numérique dans laquelle les sportifs ne sont pas censés rentrer. Un concept que les parapentistes ont intégré rapidement dans leur activité et compétition. Donc on dit au pilote, si vous traversez une bulle de quiétude... Qu'est-ce qui se passe? Élimination directe? Élimination à la manche du jour, c'est-à-dire il prend 0 point. Donc ils prennent aucun risque. Je peux dire qu'ils sont hyper attentifs à ça. J'imagine. Voilà. Donc le sujet est là. Mais nous, on est un peu dans cette même logique avec les compétiteurs. On se dit que si les compétiteurs s'approprient ces bulles de quiétude, ça va être beaucoup plus facile ensuite quand on va vouloir communiquer avec le grand public. Il fait, vous voyez, vos références, les gens qui vous font rêver par leurs récits, par leurs performances, ils le font. Donc pourquoi pas vous? Aujourd'hui, tous les pilotes ont accès à ce fichier. Cette rencontre est également l'occasion pour Philippe de partager sa passion avec Richard. Tu sais que c'est une première pour moi. Je sais, n'inquiète pas. Ça, t'es grand. Vas-y, marche vers l'avant. Tu cours, tu t'assois pas. Et on est en l'air. Super. Cette coopération entre les sportifs et le parc fête aujourd'hui ses 10 ans. 54 bulles de quiétude ont ainsi été identifiées dans les Bauges et sont activées dès la présence de couples reproducteurs. Bien que l'espace aérien semble vaste, les parapentistes comme les rapaces utilisent les mêmes thermiques pour s'élever dans les airs et planer ensuite.
Dans ces courants ascendants, les oiseaux sont alors libres d'accompagner les sportifs un court instant pour le plaisir de ces derniers. Les rencontres sont toujours sympathiques et cordiales et imposent souvent le respect parce que c'est de sacrés oiseaux à avoir volé. C'est un beau privilège qu'on a de pouvoir les observer dans leur environnement, c'est sûr. Redescendons maintenant sur la terre ferme avec quelques suggestions pour compléter cette escapade. Les Marches abritent le lac de Saint-André, site naturel préservé qui offre un charmant point de vue sur les montagnes et les vignes du Chignin. L'espace est réservé aux piétons et la baignade est interdite afin de protéger la faune et la flore que vous pourrez admirer pendant une courte balade. Et pour les mordus de pêche, vous êtes au bon endroit. Sur la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, perché à 550 mètres d'altitude, le château de Miolan surplombe la Combe de Savoie. Immergez-vous dans l'histoire de la région le temps d'une visite de cet ancien château fort qui fut également prison d'État. On compte d'ailleurs le marquis de Sade parmi ses prisonniers. À Grésy-sur-Isère, faites un saut dans le passé au village-musée de la Combe de Savoie. En parcourant un circuit pédestre, partez à la découverte des métiers d'autrefois. Des milliers d'objets et outils retracent des siècles de vie dans une vingtaine de bâtiments thématiques. À Saint-Pierre-d'Albigny, le château des Alus s'est vu offrir une nouvelle vie en 2004 et propose désormais des chambres d'hôtes. Bénéficiant d'une vue panoramique sur les montagnes et d'un potager bio, vous pourrez vous ressourcer et déguster des produits frais du terroir. Et pour faire le plein de nature, des stages de jardinage sont organisés. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je vais vous préparer un mignon en croûte, épinards et Beaufort, poêlé de girolles. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un filet mignon de porc, de l'huile d'olive, 30 g de fond de veau en poudre, 1 kg d'épinards, 150 g de beurre, sel fin, poivre, une pincée de massis, 400 g de girolles, une échalote, une pâte feuilletée, 400 g de Beaufort, un œuf. Dégraisser le mignon de porc, salé et poivré. Dans une poêle, faire revenir le mignon avec un peu d'huile d'olive et 50 g de beurre sur toutes les faces. Quand il y a une double cuisson à l'huile et au beurre, il est préférable toujours de mettre l'huile en premier, de la chauffer et d'ensuite rajouter le beurre afin qu'il mousse. Égoutter et laisser refroidir. Dans une casserole, mettre 5 dl d'eau et le fond de veau en poudre. Laisser réduire. Enlever les tiges des feuilles d'épinards et les laver plusieurs fois. Dans une casserole, faire fondre 50 g de beurre, ajouter les épinards. Laisser cuire à peine 2 minutes en remuant délicatement pour ne pas trop casser les feuilles. Assaisonner de sel fin, de poivre du moulin et d'une pincée de massis. Bien égoutter en fin de cuisson. Équeuter et laver délicatement les girolles. Dans une poêle, faire revenir les girolles avec un peu d'huile d'olive à feu doux et saler. Après 2 minutes, égoutter en conservant le jus de cuisson. Émincer l'échalote, la faire suer avec 50 g de beurre pendant 1 minute et ajouter les girolles, rectifier l'assaisonnement. Ajouter le jus obtenu de la cuisson des girolles dans le fond de veau et laisser réduire. Il est capital de toujours garder les jus de cuisson, notamment des champignons, afin de les rajouter dans votre sauce ou dans votre jus, afin de donner à celui-ci plus de corps, d'élégance et de force. Coupez le Beaufort en lamelles et le disposer sur la pâte feuilletée. Ajoutez les épinards et le filet mignon. Battre un œuf avec une goutte d'eau pour faire une dorure et l'étaler à l'aide d'un pinceau sur le bord du feuilletage, puis le rouler délicatement. Ajoutez de la dorure sur le dessus et réaliser quelques traits à l'aide d'un couteau. Cuire dans un four préchauffé à 180 degrés durant 25 minutes. En fin de cuisson, coupez 4 belles tranches de mignon en croûte et les disposer au centre de chaque assiette. Ajoutez les girolles autour et terminez par un peu de sauce. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.